Numéro 6, donc traçabilité, logistique et distribution. Donc, comme je mentionnais, l'invité aujourd'hui, c'est Gustavo. Buenos días, ¿cómo está? Hola, muy buenos días. Muy bien, ¿ustedes qué tal? Muy bien. El proyecto Terripas, ¿cuánto tiempo tiene este proyecto? Je vais demander combien de temps ça fait que ce projet existe. Vale, no tengo claro, yo estoy recientemente trabajando con ellos, pero sé que es un proyecto, ya lleva tiempito, vienen haciendo como una labor, aparte de lo que es el beneficio económico, tienen un tema como de trasfondo de índole social, Mhm. como de rehabilitación y ayuda a campesinos pues que habitan sobre todo en el territorio de Granada, que es un municipio cercano a Medellín. Mhm. Je voy a traduire. Donc, c'est un projet qui est avant tout social, comme il le dit. C'est un projet qui est en train de se développer sur beaucoup d'espaces. Et Grenada, si vous regardez un petit peu l'histoire de ce quartier, de ce village-là, ça a été aussi on va dire, la scène de beaucoup de conflits armés. Donc, c'est un projet qui est valeureux parce que c'est des gens qui doivent tout reconstruire. Et la reconstruction, elle se fait aussi dans l'éducation, dans l'aspect social. Et Terripa, c'est un projet qui en fait partie, qui risque de voir le jour et d'être présenté avec le Monde Café pour un nouveau produit, un nouveau café, pour justement appuyer ce projet. On part du principe aussi dans le Monde Café qu'un café, il y en a partout dans le monde. Des cafés, des cafés conscients, il y en a un peu moins. Et ça, c'est important aussi que dans le développement de différentes, dans la présentation de la gamme qu'on fait, réalise aussi une conscience, c'est-à-dire qu'elle soit environnementale, sociale et qu'elle soit au-delà du café, parce que des cafés, comme je dis, il y en a partout, il y en a beaucoup, il y en a des très bonnes qualités, il y en a des moins bonnes qualités, donc c'est regarder des projets qui sont viablement, consciemment, qui ont une conscience, un développement de conscience et aussi de la qualité. Donc le Terripass va forcément se présenter dans ces prochains mois dans la gamme de ce projet. Gustavo, vamos a empezar la sesión. Gustavo, il va nous présenter comment il travaille. Lui, il gère la plupart il gère l'exportation du café en petite quantité. Donc c'est un, ya vemos tu pantalla. Donc l'exportation en petite quantité, c'est en fait un autre canal de distribution, on va dire dans le sens où on va jouer sur des règles beaucoup plus, des normes différentes, une quantité différente, avec des principes différents. Ensuite, Grégory, lui, va nous présenter aussi la dimension beaucoup plus grande du cacao dans les entrepôts. Donc là, ça va être nettement plus grand, avec, on va parler de fret, on va parler aussi de voie maritime, alors que Gustavo, estamos de acuerdo que cuando hablamos de exportación de café de pequeña cantidad, hablamos más por vía postal, ¿cierto? Sí, exacto, es a través de estas empresas de mensajería, pues que denominadas courier. Enseguida les voy a mostrar como las que normalmente se mueven acá. Listo. Listo. Es a Donc, través de courier. Donc, c'est un envoi qui va se faire par voie postale, donc par courrier. Donc, en général, quand on parle de cela, de la Colombie, on met 5 à 7 jours pour que le paquet arrive sur le territoire français. Ya te doy la palabra, Gustavo, para explicarnos eso. Il va donc nous présenter les principes de cette exportation en petite quantité. Bueno, entonces, como entiendo que les estaba explicando Ludovic, la idea es darles a conocer como el procedimiento que se debe llevar a cabo acá en Colombia para realizar café por pequeñas cantidades hacia el exterior, hacer proceso de exportación. Entonces, bueno, por pequeñas cantidades, pues una modalidad que tiene establecida acá la Federación de Cafeteros y se establece entonces para café verde un máximo de 60 kilogramos, café tostado 50,4 kilogramos, café soluble 23 Pasa y la otra slide. extracto de café 23 kilogramos. Ok, dale. Donc là, on voit bien le dessin, excusez-nous pour l'aspect technique. On voit bien le café vert, donc c'est 60 kg, le café torréfié, c'est 50,4,
Le café soluble, on peut envoyer maximum par envoi 23 kilos. Et les extraits de café, donc là, on parle c'est 23 kilos. D'accord? Avec une valeur qui va jusqu'à, comme on dit, maximum, ça doit être 5 000 $. Donc ça, c'est une norme qui est appliquée pour les petites quantités. D'accord? C'est vraiment différent. Et ça, c'est valable pour chaque envoi. D'accord? Donc ça, c'est la façon de pouvoir fonctionner, en tout cas pour les petites et moyennes productions de café. On va souvent jouer sur ce type d'envoi, des petites quantités, des micro-lots ou des micro. Et c'est comme ça que Monde Café, en tout cas, envoie ses cafés avec ces conditions-là pour le vert, le torréfié, le soluble, ça, on n'en envoie pas, et les extraits de café non plus. Hágale, Gustavo. Listo. Bueno, para complementar como este slide, Si Franck, tu as des questions, tu peux es importante mencionarles que cuando se exporta café se debe cancelar a la Federación Nacional de Cafeteros, que es esta entidad que vemos acá el logo, 6 centavos de dólares si se trata de café verde, 0.48 si se trata de café soluble, 1.08 si se trata de café tostado y 0.36 en el caso del extracto de café. Esos son los precios por kilo. Por libra. Por libra. Por libra, sí, señor. On va nous expliquer un petit peu les prix. Après, on va laisser la parole à Franck pour une question. Là, le logo qu'on voit à gauche, c'est la Fédération nationale de café. La Fédération nationale de café, tout doit passer par eux. Là, c'est un monopole complet de l'exportation parce que tout doit passer par cette fédération. On va voir que dans toutes les étapes, tout est contrôlé. Donc, les prix affichés, donc c'est 6 $, les 500 grammes pour le café vert. Ensuite, on a 1,8 $ pour le café torréfié et 0,48 pour le café soluble et 0,36 $ pour les extraits de café. Donc ça, c'est les prix communs sur le marché global. Nous, on ne va pas du tout dans ces prix-là. On va beaucoup plus dans le respect du producteur et du travail qui est élaboré. Franck, vous aviez une question? Oui, j'en ai plusieurs. Le café soluble, vous ne l'envoyez pas, ça? Non, c'est dommage. C'est tout simplement parce que c'est un produit qui est difficile à faire une traçabilité complète. D'accord. Sur les prix, là, est-ce que vous pouvez me... Alors, oui, sur les quantités, on peut imaginer de prendre 2 fois 60 kilos de café verde, par exemple. Exactement. Là, ce sont des normes qui sont imposées par envoi. Si vous envoyez 3 fois, eh bien, vous aurez 3 fois 60 kilos. D'accord. Et en termes de coût de transport, c'est pas plus que si on prenait, je sais pas, admettons, si on prend 240 kilos de café verdé, c'est toujours dans le domaine de l'envoi postal x4, ou est-ce que pour des grandes quantités, on peut imaginer un autre mode de transport? J'imagine que l'envoi postal... Alors, sur le prix, effectivement, l'envoi postal sera beaucoup plus cher que l'envoi par cargo ou par voie maritime. Parce que bien entendu, que là, on est sur des volumes, on parle en tonnes plutôt quand on parle de transport maritime, et on va le voir avec Grégory, alors qu'ici, on reste en kilos. On parle de micro-lots, de micro-producteurs qui sont aussi dans des démarches et dans des volumes qui ne vont pas forcément au-delà de ce qu'ils possèdent. Donc, au bout d'un moment, il y a aussi ces micro-lots qui ne permettent pas d'atteindre des quantités de production suffisantes pour arriver à remplir un cargo. Ok. Pour les prix, là, est-ce que en fait, ce serait bien si je pouvais avoir cette présentation, comme ça, je découvrirai les prix. Donc, dans tous les cas, cette version est enregistrée, donc vous les aurez. Puis ensuite, dans tous les cas, il y a une démarche commerciale qui veut se réaliser dans la suite. On en reparlera après la réunion dans d'autres. Oui, bien sûr. C'est juste une idée. Hein. De toute façon, pour nous, l'objectif, c'est pas nécessairement de serrer les prix. Voilà, on comprend que les marges. Juste, vous avez évoqué, par exemple, 6 $ pour le café verdé. C'est du kilo, c'est par 500 grammes. Alors, je l'ai mentionné, c'est pour 500 grammes. D'accord. Chaque fois, là, les prix, c'est 500 grammes. Voilà, c'est le prix en général en Colombie, on le parle en livres, donc c'est 500 grammes. D'accord. Voilà, c'est des idées qui sont présentées. Je vais me permettre de devoir continuer parce qu'il faut qu'on laisse l'espace à notre Grégory qui va arriver après. Franck, Gustavo, podemos seguir. Qué pena contigo. Bueno, ya en lo que tiene que ver con el procedimiento para exportar, lo primero que hay que hacer es acreditarse ante la Federación Nacional de Cafeteros como exportador. Voilà. Listo.
Para ello hay un procedimiento en el cual se lleva el registro. Esta es toda la parte normativa que tiene que ver con este proceso. Listo. Entonces hay una resolución que reglamenta lo que es el registro como tal, o sea, el procedimiento para hacer la inscripción ante la federación, ¿cierto? Hay otra resolución de 1999 que me dicta pues como las normas o los requisitos para garantizar la calidad del café tostado tipo exportación. Lo mismo pasa con el café verde en almendra. Listo. Y esta ya es un tema que tiene que ver con propiamente lo que hay, una figura que hay acá, que es el Comité Nacional de Cafeteros de Colombia. Listo. Donc là, Eso como en cuanto al marco legal. ¿Vas a traducir o si, je sigo? vais traduire. Les normes qui nous présentent ici, il y en a quatre. On voit quatre résolutions qui sont présentées. Donc, dans un premier temps, il faut enregistrer la Fédération nationale de café. Ça, c'est indéniable. Il faut absolument le faire. Et ensuite, donc là, on remplit la résolution 05-2015. Ensuite, il y a la deuxième résolution du premier de 99. Là, il s'agit de la qualité. Donc, il y a un contrôle de garantie de qualité du café torréfié. D'accord? Donc, ça, c'est celle que nous, on utilise pour Monde Café. Et il y a la 2 de 2016 qui elle, est dédiée au café vert. Donc, là aussi, c'est un contrôle de qualité sur le café vert. Et la dernière, elle aborde tout simplement la última resolution 2015, ¿cuál es? Esta. Esa lo que hace es como establecer como las normas de juego de lo que es el Comité Nacional de Cafeteros. Okay, Pero donc, digamos que en este procedimiento esto no tiene injerencia, esto era simplemente pues como para mostrarles ahí como todo el marco normativo de este proceso. Donc là, c'est une norme qui met en place, que la fédération met en place pour le déroulement de l'exportation. Donc c'est des normes internes, mais voici les 4 grandes normes utilisées pour exporter. Puedes seguir, Gustavo, gracias. Listo, bueno. Ya propiamente lo que es la expedición del Registro Nacional de Exportadores, entonces el procedimiento es el siguiente. Se debe descargar y diligenciar un formulario que contiene pues como los datos de la actividad que está realizando el cafetero, ¿cierto? Esto pues, el origen de esto es la resolución 5 de 2015, como les mostraba ahorita. Entonces se descarga el formulario, se diligencia, ¿sí? Y luego se anexan una serie de documentos, ya se los voy a compartir. ¿Ahí lo están viendo? No. Ahí ya pierdo. Espera, yo pongo esta diapositiva y luego la vuelvo al estado antiguo. Donc là, il nous présente les 4 étapes pour être inscrit à la fédération et exporter tout simplement. Donc il y a différents certificats, on va voir qu'il y a différents aussi, bon, c'est tout simplement des normes administratives, hein, c'est un petit peu le thème aussi malheureusement, c'est pas forcément la partie préférée des entreprises en général, mais l'administration pour l'exportation, c'est énormément de papiers, de normes et de certifications, donc on est obligé d'aborder ce thème-là d'une manière ou d'une autre quand on parle de l'exportación. Esos son los documentos oficiales que se presentan. Exacto. Estos documentos pues realmente corresponden como a la identificación de una empresa acá en Colombia o a una persona natural comerciante acá. Entonces para ello tenemos lo que es el certificado de existencia y representación legal o certificado mercantil ante la Cámara de Comercio, ¿cierto? Claro. Este pues se exige por norma que tenga no más de 30 días de expedición. Este es un certificado que se saca periódicamente acá, entonces la fédération le exige así, listo. Donc là, il y a tout simplement un certificat d'existence et de représentation légale qui inclut donc la présentation de la Chambre des commerces, qui doit avoir un maximum de temps de 30 jours. Donc ça, c'est des normes qui sont imposées dans le pays, en Colombie, pour pouvoir être considéré comme exportateur. Et le deuxième cas, yo voy a explicar el RUT porque es algo un poco para hacer comparación. Sí. Le RUT, c'est tout simplement le service des impôts qui, lui, va valider, qui va être en lien avec la douane, qui va valider la présence de cette entreprise et l'existence de son activité d'exportation pour que justement la douane soit en relation avec les impôts et les autorisations que l'entreprise a. Donc c'est un triangle qui est organisé ici, disons, pour pouvoir, oui ou oui, comme on dit ici aussi, envoyer du café. Si vous n'avez pas ces documents-là,
vous ne pourrez pas envoyer de café de Colombie, parce que c'est des règles, là, des normes nationales. Listo, podemos seguir. Listo. ¿Me decías que explicaste el root? O... Sí, ya los expliqué, porque es algo un poco administrativo. Sí, exacto, listo. Ahí estamos, hay como unos requisitos de fondo. Creo que entendí que se los explicaste, pues, en lo que tiene que ver con la parte aduanera, ¿cierto? Ya luego el otro que Y tiene. los requisitos. Bueno, para tener en cuenta, pues, en la exportación de café, está, pues, como cumplir con todos los requisitos de la resolución 2, que la miramos ahora, y la resolución 1. Esto es como parte técnica del café, que no es como el objeto ahora de la charla, ¿sí? Bueno, y cumplir ya con los requisitos aduaneros y cambiarios establecidos en la ley. En el tema aduanero es como acreditarse como exportador que se hace a través del RUT. Eso yo creo que decantado con lo que acá está explicado. Y en el tema cambiario es hacer el reintegro de las divisas, o sea, realizar el correspondiente pago después de que se efectúe la exportación. Es como cerrar el ciclo, pues, de todo el proceso de exportación, ¿sí? Se debe hacer a través de un banco comercial o entidad financiera, pues, debidamente autorizado por la Superintendencia Financiera, que es la entidad que regula estas entidades, pues, acá en Colombia, ¿sí? Sí. Y a nivel tributario, pues, obviamente expedir la factura como un negocio legal, tal como lo vimos, pues, en la parte de la Cámara de Comercio, y no tanto declarar el IVA como está expresado acá, sino como reportar esos ingresos a través de una declaración de IVA en los periodos que corresponde de acuerdo a la legislación tributaria acá en Colombia. Super, gracias, voy a traduire. Donc là, c'est les éléments qu'il faut prendre en considération dans son intégralité. Donc, on reste toujours dans l'administratif. Le café vert, c'est la résolution 2 2016. Donc là aussi, on va le voir en détail, les aspects techniques qui vont être demandés pour pouvoir exporter du café vert, comme pour du café torréfié, comme nous on le fait. Il va y avoir plusieurs normes à l'intérieur de ces résolutions. On va le voir en détail avec Gustavo. Et sur les parties générales, bon, là aussi, on ne perd pas dans l'économie parce qu'il faut expédier les factures et déclarer la TVA. Avoir également une entreprise, donc comme on le disait, valide et enregistrée à la Chambre des commerces avec une banque colombienne. Donc on voit qu'il y a quand même une nationalisation assez forte. Hein. On ne peut pas de l'extérieur, on peut, mais on doit passer par une entité, disons, colombienne pour pouvoir, pour les pays étrangers, demander du café colombien. Donc c'est une manière aussi de réguler le marché selon les règles qu'ils imposent, quoi, disons, pour ne pas aller plus loin. Ya, Gustavo, yo sé que tienes un slide muy interesante de los aspectos técnicos de la resolución del café verde, que las trilladuras que tiene que tener. Sí, sí. Eso podemos, me gustaría hacer este trámite a esta parte, que es interesante ver qué condiciones la Federación Nacional de Café obligan para que este café salga. Donc là, on va décortiquer un petit peu les éléments qui, dans la production, vont être importants de mentionner pour l'exportation. Donc, dans chaque résolution, comme je vous disais, les producteurs doivent accomplir des normes pour pouvoir être dédiés à l'exportation. Donc, c'est vrai qu'on va aborder plus la production, mais dans tous les aspects, si on veut que le café soit exporté, il faut que les producteurs remplissent toutes ces conditions-là. Et on va voir que dans l'aspect des machines et de la production, il y a beaucoup d'éléments qui sont, des petits détails qui sont imposés par la Fédération nationale de café. Es Gustavo, por el verde, o también por el tostado, hay varias normas que imponen al productor a la producción para que llegue a poder estar exportado. ¿Cuáles serían estos puntos fundamentales? Espérame, te lo voy a leer desde acá de la resolución, ¿cierto? Ah. El café verde, o sea, será objeto de exportación el café verde en almendra excelso, que es el café compuesto por grano grande, principalmente plano, parejo, retenido por encima de malla 14. Creo que eso es lo que es clave ahí, con tolerancia hasta el 5% inferior a esa malla. Listo. Pero retenido por la malla 12. Esto, como te digo, es una parte muy técnica del café, pues. Pero c'est intéressant. Alors, dans un premier temps, pour le café vert, il faut savoir que dans les trieuses, ce qu'on appelle les trieuses, c'est un petit peu, on va dire, un tamis qui va donc contrôler la taille des grains. Il faut qu'il soit il y a des mailles de différentes tailles.
on n'exporte pas à moins de 14 et on peut aller jusqu'à 12 selon la variété. Parce que bien entendu que les variétés vont avoir des tailles différentes. Mais en tout cas, le 12 à 14, c'est la maille qui est utilisée pour pouvoir trier. Donc ça, c'est un élément que la fédération va contrôler. D'accord? On va avoir la Grégory qui nous rejoint. Gustavo, ¿qué más hay? La trilladora tiene que ser registrada, ¿cierto? Sí, claro, y acreditada ante la Federación Nacional de Cafeteros. Digamos, para exportar café, inclusive la trilla se tiene que pasar por una entidad de estas, una empresa de trilla que esté debidamente acreditada ante la federación con el fin de garantizar pues como que cumpla con estos requisitos. Entonces voy a traducir eso. Ujú. Un autre élément aussi important, donc on parlait de la taille des grains, la trilleuse elle-même doit être enregistrée par la Fédération nationale de café pour remplir ces normes-là. Donc il faut que ce soit des machines qui soient établies aux normes de la Fédération nationale de café avec cette taille. D'accord? Donc ça, c'est deux critères qui s'alignent pour le café vert. Otro detalle de pronto también hablamos de tostado, creo que es el mismo. Sí, o sea, ya que hay unos requisitos técnicos que hablan de lo que tiene que ver con la humedad, ¿cierto? Que no exceda un 12.5%. Y hay otras cosas, como te digo yo, muy técnicas pues, de la producción del café que de pronto yo no alcanzo pues como a manejar. Yo manejo todas estas resoluciones acá pues, porque me gusta tener toda la parte como infográfica y normativa de todo lo que es el contexto de este proceso de exportación de café. Listo. Entonces, légalement, pour le vert, il faut qu'il n'y ait pas un taux d'humidité qui soit supérieur à 11%. Et ça, ce 11%, toutes les coopératives fonctionnent également comme ça. Si ce 11% est dépassé, le prix ne sera, déjà d'une, le café ne sera pas pris ou le prix sera dévalué, comme c'est le cas pour beaucoup de cas de céréales, hein, tout simplement, dans l'agriculture. Il va y avoir donc des taux d'humidité qui vont être acceptés ou non. Et donc, si on n'attribue pas ces fonctions-là, la fédération ou la coopérative soit les accepte pas ou soit dévalue le prix donc de ce produit-là. De la même manière, pour le café torréfié, les torréfactions, les toasteuses doivent être enregistrées à la Fédération nationale de café. Donc là, là aussi, elles doivent remplir des normes de fonctionnement et être enregistrées. Alors, quand on parle aussi d'enregistrement, ça nécessite aussi, ça veut dire que la Fédération nationale de café, sur toutes ces étapes et sur toutes ces petites étapes de production, va être là, il va être en contrôle perpétuel de tout cela. Donc, c'est un élément qui est important parce que depuis le début, je vous parle de la Fédération nationale de café et vous allez constater que jusqu'à la fin, on va en parler parce qu'ils sont sur tous les petits détails et tous ces points-là sont bien entendu analysés et contrôlés par la Fédération nationale de café. Donc, c'est un élément qui est très pesant auprès des producteurs lorsqu'on sait comment ils sont payés parfois, dans les conditions dont ils vivent et au prix que ces gens travaillent et le prix que le café ensuite est vendu. Par ces coopératives-là, ça fait mal au cœur de voir ce fossé économique qu'il y a entre la réalité et cette gouvernance qui, dans tous les cas, hein, c'est bon, je ne vais pas non plus leur tirer dessus, mais c'est quand même une réalité que cette richesse-là, elle est plus présente auprès de la Fédération nationale que chez les producteurs. Donc, le travail, il vient, on est tous d'accord, des producteurs. Donc, c'est pour ça aussi que Monde Café, lui, fait une vente directe. C'est pour essayer de plus apprécier le travail du producteur en vente directe plutôt que passer par des coopératives. Il y a des coopératives qui travaillent très bien, il y a des exportateurs qui travaillent très bien aussi, mais il faut être conscient de cette réalité aussi pour avoir une vision un peu plus globale de ce qui se passe dans le monde du café. Et Gustavo está explicando un poco potente que tiene la Federación Nacional de Café, que todo pasa por ellos y todo tiene que pasar por ellos. Y cuando uno ve al productor, a veces es un poco triste ver la realidad del pago y la plata que se hace respecto al trabajo, que hay que ser realista también a las condiciones que uno puede observar cuando viaja. Sí, sí, es verdad. Es una realidad que se vive acá
A veces el trámite inclusive es un poco dispendioso. Mhm. Digamos, para pequeños cafeteros, normalmente tienen que buscar una cooperativa donde quieran vender su café. Mhm. A nivel de experiencia, les cuento que yo duré 2 años para lograr exportar café a una cliente para España. Mhm. Mm, digamos, por restricciones legales, temas de seguridad, porque evitan mucho trabajar con personas naturales directamente, digamos, a nivel de agencias de aduanas y esto operadores logísticos. Entonces, a veces, un exportador, un cafetero que quiere arrancar de cero, tiene que ganarse primero una experiencia, un reconocimiento en el mercado para poder lograr sacar el producto o buscar un exportador grande que le haga esa gestión. Mhm. Voy a traducir, es interesante. Il nous Sí. expliquait effectivement que pour les petits moyens producteurs ou les gens qui veulent débuter une activité dans le café, tous ces aspects administratifs qu'on voit, bon, on les a pas tous détaillés parce que sinon ça ferait un sacré pavé administratif à digérer. Mais parfois c'est un peu complexe pour ces petits et moyens producteurs, donc ils vont s'approcher de ces coopératives-là qui vont exporter pour eux. Et c'est là qu'un petit peu le bas blesse, disons, parce que c'est là que l'économie aussi se fait, hein, il faut être conscient de ça. Le prix payé par ces coopératives-là aux producteurs, ça n'a rien à voir avec ce que moi je paye pour les producteurs et de la même manière pour les acteurs dans le monde du café qui respectent le prix du café et la valeur du marchand du café. Il y a le café, il faut savoir que les prix sont fixés à la bourse de New York. New York, c'est loin de la Colombie. La Colombie, il y a une réalité, il y a une nécessité locale qui est complètement à des années-lumière de la réalité, du chemin économique que le café prend parfois. Donc voilà, c'est des réalités qu'il faut aussi prendre conscience et c'est aussi le travail qu'on essaie de faire en combinaison, en travaillant directement avec ces producteurs-là qui parfois se laissent aller à accepter le travail avec les coopératives. Et c'est un schéma qui est facile, mais qui économiquement n'est pas forcément, pas toujours une bonne opération pour les producteurs. Donc c'est dommage lorsqu'on sait que c'est comme tout, comme pour toute agriculture, c'est quand même du travail assez physique et lourd en conséquence parfois pour les producteurs de se retrouver à un point zéro, de dire on a été payé juste au prix de production et c'est dommage, quoi. Donc c'est un élément important et c'est tout le but. Gustavo nous expliquait que lui, il exporte pour l'Espagne pour un client et bien entendu que les plus difficiles à exporter pour toutes les normes, c'est de travailler avec les petits et moyens producteurs parce qu'ils n'ont pas la capacité technique parfois d'aller au-delà de l'administratif et donc souvent ils restent chez eux en se disant bon j'ai du café mais maintenant qu'est-ce que j'en fais, quoi. Et donc il y a plein de normes à accompagner, et à les aider pour aller au-delà. Gustavo, podemos seguir la parte de los operadores de pronto que para seguir y concluir un poco. Entonces, ya dentro del procedimiento, después de haber estado acreditado, pues por control y por liquidación de la contribución cafetera que exige la federación, se debe generar un anuncio de venta y una liquidación y pago de esa contribución, ¿sí? Se debe imprimir y ya pues como con el operador logístico o estas empresas de mensajería postal o courier, se lleva esa contribución como constancia del pago. Es muy importante, pues, como analizar los costos de acuerdo al país de destino del envío que se va a hacer, ¿cierto? Y además, validar como todos los requisitos que se tengan puntuales en cada país. Me explico. Tengo entendido que para la comunidad, o no, así es, para la comunidad europea no se exige, por ejemplo, registros fitosanitarios, los controles de sanidad, pero puede haber otros países donde sí exijan, por ejemplo, un certificado tanto del ICA, que es el Instituto Colombiano Agrario acá en Colombia, o del INVIMA, a nivel de registro sanitario y procedencia, certificado de origen del producto. Entonces eso es muy importante tenerlo presente antes de realizar el envío para que no vamos a llegar allá con una carga y nos la devuelvan por un motivo de estos o no le den entrada. Sí. Donc là, Gustavo, gracias. Gustavo nous explique l'étape pour l'exportation en petite quantité. Donc, dans un premier temps, en tant qu'exportateur, une fois qu'on a les papiers administratifs, il faut donc
aller sur le portail de la Fédération nationale de café pour payer une contribution d'exportation. Donc ça, c'est un coût qui est demandé pour la Fédération nationale. Donc c'est aussi une participation, disons, à la Fédération nationale de café. Donc chaque exportateur doit payer en fonction du volume un montant à la Fédération nationale de café. Ensuite, les entreprises qui vont être effectives pour réaliser l'exportation, il y a les logos, certains sont connus, donc les plus connus c'est FedEx, DHL et EPS et TNT. Et localement, il y a également 472, Servientrega et Depressa qui sont des entreprises un peu plus nationales, mais ce sont des compagnies postales qui vont assurer le transport. Ensuite, il va donc avoir l'évaluation du coût, donc ça, c'est ces entreprises-là qui font des offres commerciales pour l'envoi du café. Et on va avoir une validation ensuite arriver sur le pays. Il va y avoir une étape importante que chaque pays, c'est complètement différent, même si il y a une Union européenne. Une fois arrivé dans l'Union européenne, après chaque pays impose ses règles. Et donc, et pour ne pas citer, on pourrait parler de l'Espagne, on peut parler de l'Italie, et puis bon, maintenant l'Angleterre qui est complètement en dehors de l'Union européenne. Donc ça a changé. Donc il y a l'entrée à l'Union européenne qui va demander des normes, et ensuite chaque pays va imposer d'autres normes. Donc il y a 2 filtres, disons, à l'arrivée du pays qui sont imposés soit par la douane, soit par des coûts également. Il va y avoir des taxes qui vont être imposées. Donc c'est à l'exportateur de pouvoir prendre aussi en considération cela, ou le client qui fait la commande, parfois, qui lui aussi doit s'imposer de certaines normes que l'exportateur, lui, ne pourra pas assumer des impôts ou des taxes locales. Bon, l'exportateur, malheureusement, il ne peut pas se charger de ça, mais il y a certains clients qui peuvent demander selon la quantité. Chaque pays, on ne va pas faire la liste de tous les prérequis, mais chaque pays va demander des requis, disons, des normes différentes à l'entrée dans le pays. Donc ça, c'est tout le temps, et c'est parfois un petit peu un casse-tête parce que les règles et les décrets, encore plus en ce moment, changent de plus en plus vite et souvent plus rapidement avec le Covid, où il y a des décrets, des rajouts de lignes un petit peu complexes parfois. Gustavo, de pronto, tú ya veo que tienes un comentario al respecto, una palabra que te gustaría compartir con nosotros de la exportación de café, una experiencia o comentarios que quieres dar a nuestra audiencia. No, referente a lo que hablamos ahorita, de pronto como para ampliar un poquito, o aterrizar un poquito, es muy bueno que si alguien va a hacer algo acá, trate como de constituir, pues mirando la viabilidad de su negocio, su modelo de economía y todo eso. Mejor hacerlo como persona jurídica, por lo que les comentaba ahorita, que como persona natural, pues la federación, digamos, que tiene establecido y es que sí, y que se puede hacer. Pero digamos que por ese estigma que lastimosamente tenemos acá en Colombia, el tema del narcotráfico, las agencias de aduanas son muy prevenidas con la persona que sea a la hora de realizar ese trámite. Entonces casi que cierran la puerta, y yo no sé en la federación qué tan conscientes sean o no de eso. Porque, como les digo, hubo un trámite que me tardó prácticamente 2 años para hacer, y era por eso. Hasta que finalmente una agencia de aduanas digamos que se arriesgó o quiso hacerlo con nosotros. Y bueno, ya digamos que tenemos la primera experiencia, ya esperamos tocar, por ejemplo, la puerta de Almacafé, que fue alguien que nos cerró, y no sé si sabes que Almacafé es una entidad adscrita o depende de la federación propiamente. Claro. Y allá, para exportar 580 kilos, nos dijeron que no, porque no cumplíamos con ese requisito de experiencia y por ser persona natural. Entonces ahí la federación tiene como ese detalle que ajustar. Entonces sería como eso, como si el modelo de negocio que tienen les da, pues sí, abrir con todo lo que implica una empresa acá en Colombia, que no es fácil hacer empresa acá en Colombia, una empresa para que puedan hacer las cosas como de una manera más fluida. Gracias, Gustavo. Donc, ce qu'il mentionne, Gustavo, ce qui est important, c'est que dans un premier temps, il faut aussi prendre en considération que la Colombie a aussi cette mauvaise réputation près de la douane, qui est quand même un producteur de coca important, donc il faut être aussi réaliste là-dessus. Donc il y a beaucoup de contrôles,
Et cela, lorsqu'on envoie du café, bien entendu que dans certains pays, c'est pas forcément facile. Il faut vraiment avoir tous les requis pour pouvoir envoyer du café, sinon vous allez forcément avoir un problème au niveau de la douane. Et surtout lorsque ça vient de Colombie, ça rajoute une couche, on va dire, de doute encore plus importante. Et à cela, Gustavo me disait que le plus simple, c'est vraiment d'avoir une entreprise fixée en Colombie, qui soit légalement avec un statut juridique présent. Sans ce statut juridique, vous allez avoir des problèmes complexes dans les douanes et ça ne va pas du tout fonctionner, en tout cas pour les exportations, si vous n'avez pas d'entreprise vraiment fixée ici avec les normes qu'on vous mentionnait. Tout simplement, il y a un exemple où lui, il a constitué dans un premier temps son cabinet d'exportation en tant que personnel, donc en tant que micro-entreprise, et il a eu plus de 500 kilos qui sont restés bloqués en Espagne durant 2 ans. Donc, parce que ça remplissait pas les normes, parce que c'était pas, la fédération nationale n'avait pas forcément non plus soutenu l'exportateur, parce que l'exportateur était en tant que micro-entreprise. Donc, il y avait tout on va dire, une démarche administrative qui s'est emmêlée au doute de la douane et les papiers qui ne se suivaient plus, que le projet est resté bloqué longtemps. Et croyez-moi que c'est la pire chose qui puisse arriver, disons, à tout exportateur, hein, c'est que ça reste bloqué et qu'on ne sait pas pourquoi et que personne ne veut lâcher le morceau. Et bon, d'ici à l'Espagne, c'est compliqué d'agir. Donc c'est un petit peu cela. La Colombie fait partie de ces pays où malheureusement il y a énormément de doutes. Je dis malheureusement pour le travail et le négoce, mais ça fait partie de la réalité et les douaniers, eux, ne lâchent pas ce préjugé aussi. Il faut s'attendre aussi en tant qu'acheteur à ce que certains sacs peuvent être contrôlés, que ça peut être vandalisé ou même plus épluché, ou que la douane attende un peu plus de temps avant que votre cargo ou votre envoi continue, parce que on est en Colombie et la Colombie, malheureusement, et aussi dans cette classification de pays, quoi, disons. Gustavo, última palabra de pronto para concluir y pasar la voz al cacao. De uno, yo te agradezco mucho. No, yo creo que eso era todo lo que tenía para contarles, de acuerdo pues como al objetivo que se tenía en la charla. Listo. También muy agradecido pues como por la oportunidad de compartir con personas de otro lado. Muchas gracias, Gustavo, y bueno, si quieres seguir con mucho gusto el cacao después para ver cómo manejan esto, con mucho gusto. Si no, te digo muchas gracias y estamos pronto la próxima semana. Ok, a ustedes no, muchas gracias. Yo ya aquí los dejo porque ya tengo otros compromisos pues que seguir. Ok. Listo, Gustavo, muchas gracias. Bueno. Merci donc Gustavo pour sa présentation. Voilà, il a d'autres compromis, donc il ne pourra pas continuer. Mais voilà, c'est un exemple de production aussi de méthodologie que nous on fait. Et puis là, je vois que Greg est dans les dépôts. Ouais. Il a mis son beau. Dans la poussière. Bienvenue, Greg. Ah ben on va le faire en live. Et bon bah déjà très belle présentation, Ludo. Et j'imagine que notre audience a dû apprécier le détail. Avec moi, on va changer de... On va directement dans l'entrepôt. Je suis venu spécialement pour le webinaire, préparer une exportation. Donc on ne va pas pouvoir voir tous les process d'un coup, mais en tout cas, je vais pouvoir expliquer et faire un pas à pas, étape par étape, des process en cacao. Donc, je me lance. Dis-nous où tu es. Ouais, alors. Donc déjà, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous faire honneur de votre présence. J'ai vu dans l'audience qu'il y avait déjà quelques habitués. Donc, bienvenue pour cette session logistique cacao. Donc là, je me trouve à Bogota, capitale de la Colombie, où on a notre entrepôt. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu l'arrière-décor. Donc c'est une énorme zone industrielle. Alors pourquoi Bogota? Alors ça coupe un petit peu. Alors voilà. Donc, pourquoi Bogota? Parce qu'il faut que le cacao soit conservé dans un endroit
de température vacillant, on va dire, entre, idéalement c'est avec un 15 degrés, mais on peut aller jusqu'à 18, 20 degrés. Et il y a très peu d'endroits en Colombie, vu que c'est un pays tropical, exotique pour le moins, où on a ce type de température constante. Par contre, Bogota, si, on a des endroits, ou en périphérie de Bogota aussi, où on peut avoir 15, 20 degrés de manière permanente quasiment sur toute l'année. Donc c'est important, c'est un aspect fondamental pour la conservation des fèves et donc pour la logistique. Donc vous voyez, quand le camion arrive, j'espère qu'on voit correctement, Ludo? Oui, oui, on voit. Alors, voilà. Désolé pour les mouvements, mais c'est juste pour vous donner une idée. Voilà, voilà les emplacements pour un container. Donc le camion arrive chargé du container. Bien sûr, on imagine bien qu'il arrive de dos. Hein. Donc nous ici, on peut imaginer la voiture ici. Les ouvriers sortent, nos amis, et puis commencent à décharger les sacs. Ensuite, donc, comme vous le voyez là, on rentre dans l'entrepôt. Donc je vais vous faire juste un petit tour d'horizon. Donc là, c'est que du cacao. C'est que du cacao, ouais. Là, il y a tous mes lots, là. Plus les lots de mon partenaire. Là, par exemple, c'est tout moi, là, regarde. Donc je suis assez fier, c'est les 3 origines que nous commercialisons à Cacao de Colombie. Donc Tumaco, Meta et Guaviare. On a une traçabilité à 100% sur tous nos lots. C'est ça qu'on connaît. Je vais en profiter pour faire un tout petit point sur la filière. Là, vous voyez, c'est la sélection des sacs aussi. Alors, si tu es là, comment vous sélectionnez les sacs? Ouais, il faut relativement beaucoup d'espace hein, pour le chargement, déchargement, sélection. Alors voilà, je vais vous montrer, ça c'est ce que je vais faire cet après-midi, puis je reviendrai après sur les critères. Là vous arrivez, donc on met tous les sacs sur des palettes, bien isolés, bien marqués pour les lots de traçabilité. Tous les sacs sont marqués. Voilà, je vais vous montrer là. Ouais, vous avez les numéros sur les sacs, le numéro des lots, les origines, le modèle de cacao, le kilogrammage bien évidemment. Donc ensuite, une fois qu'on a nos sacs, on va passer dans ce qu'on appelle la classificadora, c'est-à-dire que c'est une grosse bécane avec des mailles. Et ça va nous permettre de faire toute cette sélection de fèves. Ah bah je vois qu'il y a Franck d'ailleurs qui est avec nous. Salut Franck. Donc ça tombe bien, parce qu'on est en train de discuter de travailler ensemble. Donc toutes les fèves sont mises dans ces tamis. On fait 2 ou 3 passages, parce qu'on a déjà une sélection, si vous voulez, en plantation. Et les 3 filières que nous positionnons aujourd'hui sont des gens avec qui je travaille déjà depuis 2-3 ans, même plus pour certains. Donc tout le travail, on l'a déjà fait en plantation. On ne reçoit pas de cacao mal processé, mal fermenté, mal séché. Ils sont au courant de nos standards de qualité. Ça a été d'ailleurs un chemin assez long. Donc on a déjà une présélection en plantation, faut le savoir. Ensuite, on a une nouvelle sélection, ça c'est plus un filtre au niveau de ce qu'on appelle les grades. C'est-à-dire c'est des catégories par taille et par qualité de fèves que nous on fait pour l'exportation premium ou super premium. Donc on a 2 ou 3 passages, comme vous le voyez là en direct, sur les tamis. Donc on fait sac par sac, à un rythme relativement lent, pour éviter, vous voyez, par exemple là on en a 2 qui étaient collés, donc elles vont disparaître. Ça permet d'avoir une homogénéité dans nos fèves. Ça c'est surtout pour les chefs chocolatiers, pour la traction. Ils en sont ravis parce qu'ils ne perdent pas de temps de 1 à trier, puis de 2 ils ont une torréfaction beaucoup plus homogène. Vous imaginez bien que si vous avez des fèves de 1 gramme, d'autres de 2 grammes, et d'1,5 gramme, forcément sur la torréfaction il y a une incidence. Donc on essaie d'avoir vraiment cette homogénéité. C'est très dur de l'avoir à 100%, je ne vais pas vous mentir, mais on est au moins entre 80 et 90% grâce à ce deuxième filtre. Et ensuite, ça c'est le travail de l'homme que nous faisons à la main nous-mêmes. On fait d'abord une révision, pardon. Espera. Puedo mostrar el saco? Voilà. Donc ça c'est notre filière,
intégré. Comme pour ceux qui nous connaissent un petit peu plus, mais j'ai une structure complètement intégrée sur ma filière. Donc on a filière, voilà, c'était Alors la connexion est un peu difficile. l'importatrice qui reçoit. Donc comme ça, c'est ce qu'on appelle filière intégrée, c'est-à-dire que j'opère depuis le pays d'origine et il n'y a pas d'intermédiaire. C'est nous qui assumons toutes les tâches de A à Z. Et vous voyez là, sur un premier passage, on peut le voir, hein, il y a une très belle homogénéité des fèves déjà. Mhm. Et là, ça, c'est qu'un passage, hein. On va en refaire un deuxième, parce que bon, il y a toujours des petites choses qui passent. Les criminels et la police, hein. Il y en a toujours un qui arrive à passer le filtre, donc on en fait un deuxième. On vient, voilà, on vient bien regarder la couleur, la forme, la taille, comme je vous le disais. Donc on fait ça une première fois. Là, on va trier aujourd'hui 6 tonnes. Demain, on en fait 7. Donc à chaque fois, c'est une journée entière. Et ensuite, une fois qu'on est passé là et qu'on a fait les révisions, on les met là, dans un petit bac. Bien étalé. Hop. Et c'est une bande passante avec le sac à la fin. Voilà. Et du coup, je fais ça manuellement. Ça, c'est pour le super premium. C'est pas une exigence du marché, même pas premium, mais pour le super premium, je le fais parce que c'est une qualité de service que nous offrons en plus de ce qui se fait. Voilà, donc comme vous le voyez, au niveau contrôle qualité en logistique, c'est ce que nous appliquons. Après, pour vous parler un petit peu plus en détail de la logistique en soi, comment ça se passe dans le cacao. Comme je vous l'ai expliqué au départ, on a déjà un très gros travail qui se fait dans les plantations. Je m'explique. Il ne suffit pas pour le producteur simplement de produire et de récolter, mais il y a aussi toute une partie packaging et comment on dit en français, j'en ai perdu l'almanacimiento, et de stockage. Parce que dans un premier temps, eux forcément, il faut qu'ils stockent ce qu'ils ont produit chez eux. En attendant, il faut trouver des endroits stratégiques, exposition solaire, qu'ils aient aussi, vous voyez, toutes ces palettes. Donc on leur équipe de palettes. Et ensuite, on a un travail quasiment en flux tendu avec eux à organiser. Un mois après qu'il ait été récolté dans une zone chaude, ça peut endommager le processus. Alors, Greg nous a quittés en signal, en réseau. J'espère qu'il va venir. Pour arriver à contrôler notre humidité. Donc l'idéal, c'est tout ce qu'on a installé avec les producteurs. Donc on vient généralement entre 1 et 8 jours après. Grégory, je me Donc permets, une fois que ça coupe un peu. Pardon. Ça coupe Attends, parfois je un vais peu. m'éloigner pour le bruit. Voilà. On va essayer de le retrouver. Trouver un endroit très calme. Donc voilà, donc je vous disais, c'est les premières étapes. Donc ensuite, quand on récupère les sacs, on les amène ici. Bah, vous avez vu ce qu'on faisait. J'ai oublié de vous dire quand même, on a un premier contrôle nous visuel sur tous les sacs. C'est-à-dire que quand ils sont rentrés, on a une fiche. On fait une épreuve aussi de ce qu'on appelle de coupe pour la fermentation et le séchage. Malgré qu'on ait déjà ce contrôle antérieur sur les plantations, on le refait ici. Bah, ça nous évite on va dire des petits malins voilà, qui seraient égarés du chemin de nos standards de qualité. Comme ça, c'est encore un deuxième filtre. Donc on fait les... Alors, Grégory encore
quitter le signal. Comme ici. Alors Grégory, parfois ça coupe un petit peu, c'est de prendre le temps, peut-être le réseau aussi. Bon, Alors, alors les je vais déplacements. m'asseoir. Ou Je vais alors, trouver à l'entrée, tu on étais a un petit bien. bureau. Ouais, j'ai un petit bureau ici là. Mais le problème c'est que je suis un peu près du bruit, je vais me mettre plus vers l'extérieur. Pas de problème. Excusez-moi. Non, mais du coup, ça te prend beaucoup de temps à réaliser le triage. C'est une étape importante, hein. Pareil dans le café. Ouais, pareil que le café. C'est ce qui fait la qualité aussi du produit fini, hein. Ouais, mais en fait, bon, c'est pour ça que je le présente un peu aussi différemment et plus dans les termes logistiques concrets, parce que ce que tu as dit, Ludo, et les informations que tu as partagées, forcément, on se retrouve tous les deux sur les mêmes critères. Mhm. Euh, la seule distinction, bon, il y a deux, trois distinctions avec le café. Excusez-moi, je saute un peu du coq à l'âne, mais je profite de l'intervention de Ludo. Nous, on n'est pas encore contrôlé par la fédération. On est contrôlé, c'est-à-dire que je vous expliquerai, on a énormément de coûts additionnels. Moi, j'ai monté une filière moi-même indépendante et pourtant, je paye quand même à la fédération. Donc, c'est un espèce d'impôt comme au système féodal. Malheureusement, bon, ça fait partie du pays, donc c'est une pratique culturelle. Mais par contre, effectivement, donc, le cacao n'est pas soumis au contrôle de la fédération au port, alors que le café, si. C'est-à-dire que la fédération peut intervenir en estimant que le niveau de qualité n'est pas ne correspond pas aux critères imposés par la fédération de qualité, et donc ils peuvent refuser de faire charger le conteneur. Moi, sur ma filière, tout est privé. Il y a simplement, par contre, on doit déclarer les prix, le client final, la quantité, le producteur à qui ça a été acheté. Enfin, ça reste un contrôle permanent et assez étendu, j'ai envie de dire, puisqu'ils connaissent forcément tout votre fonctionnement. La seule grande différence, c'est voilà, ce dernier contrôle au port où on n'a pas leur intervention jusqu'à aujourd'hui. Sachant que voilà, il y a des bruits qui courent qu'ils voudraient arriver à ce niveau de contrôle comme la fédération de café, ce qui serait bon, pas forcément bien vu pour nous. Mais enfin bon, on est déjà sur des critères d'exigence. Moi, je travaille qu'avec des chocolatiers et des clients très exigeants en cacao, puisque c'est du premium et du super premium. Donc on a déjà ces niveaux d'exigence. Mais bon, c'est des pratiques ici qui sont dues au pays. Et que bon, malheureusement, on ne peut pas contourner. Donc effectivement, il y a toute une partie administrative, mais je rentrerai dans le détail pour faire le listing juste après. Donc effectivement, le triage, Ludo, pour te répondre, comme je le disais, nous on le fait déjà en plantation, c'est-à-dire que je vais très souvent visiter mes producteurs. Je ne peux pas tous les visiter en un mois, donc ça se fait sur plusieurs mois. Mais j'ai toujours fait, par exemple, au niveau des premiers achats et de la première exportation, on a toujours validé ensemble avec les producteurs la sélection. Donc je l'ai fait avec chacun en finca ou dans les centres de bénéficio, où on a tout le process de post-récolte et de séchage. Donc c'est des choses qui ont été vues ensemble et qu'on a pratiquées ensemble au départ. Après, je vous expliquais pour les délais quand on vient récupérer les cacaos pour éviter de les avoir exposés trop au soleil, surtout s'ils n'ont pas d'espace de stockage, parce que très peu en ont finalement, donc il faut toujours trouver des structures avoisinantes ou des alliés pour nous stocker les sacs à des températures plus ou moins acceptables pendant quelques jours. Et ce qui est bien avec Bogota, c'est que finalement on a remarqué avec le temps, on a une baisse de l'humidité des fèves. Donc c'est très bien. Si on a pris 2-3% les quelques jours où c'est resté dans certaines régions de la Colombie très chaudes et très humides, bah, en arrivant ici, en les laissant reposer 2-3 jours, il y a une partie de cette humidité qui s'en va. Mais c'est pour ça aussi qu'on fait toujours ces contrôles-là pour savoir où on démarre une fois qu'on reçoit les sacs. Donc oui, la partie sélection est très importante et prend énormément de temps. Là, vous voyez, ça monopolise au moins 3 voire 4 personnes. En plus, ensuite, il y a le marquage des sacs. Donc, je vais vous le montrer là. C'est pas très loin de l'entrée. Parce que ça, c'est aussi fait partie de la traçabilité.
Vous voyez, on a bien le produit, voilà, c'est qu'on en a entier, voilà. Donc c'est très important quand vous recevez pour l'origine, ça permet d'avoir cette garantie que tous les produits, où ce même produit vient de la Colombie. Et vous avez donc le poids aussi net du sac. Et de l'autre côté, c'est le logo que je vous montrais. Et vous avez aussi, là on ne l'a pas mis parce qu'on est en cours, mais on vient aussi postiller le numéro de lot pour chaque sac. Ça, que chaque exportation et chaque origine a une traçabilité en lot pour les sacs. Comme ça, s'il devait y avoir un problème, on sait quel lot a été infecté ou impacté, ou en tout cas on peut remonter à l'origine. Donc c'est bien pour nous et c'est bien pour les clients, c'est rassurant. Maintenant que vous avez vu les process, les process, on va dire, pratiques de cette logistique, je vais vous parler un petit peu de la partie peut-être administrative. Bon, je vous remonte une dernière fois parce qu'on y est. Donc là, vous voyez, on a déjà des fèves qui ont été triées simplement une fois. Et on a, comme on peut le voir, c'est déjà très propre. On n'a pas de fèves noires, on n'a pas de fèves oxydées, on n'a pas de fèves collées, on n'a pas de placenta, on n'a pas d'objets extérieurs, on n'a pas d'insectes. Vous voyez, c'est très propre. Et ensuite, à la main, on vient réviser vraiment des petits défauts. Par exemple, celle-ci qui a été... est-ce qu'on la voit? Voilà. Vous voyez, avec le tamis, elle a dû être un peu ouverte, elle devait être sensible. Donc on l'enlève. Enfin voilà, on vient vraiment corriger les derniers petits défauts pour que quand le chef chocolatier reçoit son lot, comme j'en ai eu, j'ai eu la chance d'avoir quelques retours et ils peuvent gagner jusqu'à 20 ou 30 minutes sur chaque sac. Donc gagner du temps, c'est de l'argent pour eux, puisque ça monopolise au moins une personne qui pendant 20 ou 30 minutes ne fait rien à part trier les fèves, pour les passer sur leur tamis à eux pour les process de transformation. Donc quand vous avez plusieurs tonnes, vous économisez énormément de temps et donc de l'argent. Et puis c'est plus agréable pour eux d'avoir rien à faire, à ouvrir un sac et de le mettre directement en production. Alors je vais faire juste une coupure une seconde, parce que j'aimerais bien que ça soit un peu interactif aujourd'hui. Alors est-ce que des personnes de notre audience ont des questions déjà sur ces aspects pratiques logistiques? Alors, pour le moment, Greg, il semblerait qu'il n'y a pas de questions. Il y a Franck. Ah, Franck, je t'écoute. Oui, salut Greg, heureux de te revoir. Je vois que tu t'es rasé, tu as changé un peu de... Normalement, je suis rasé. J'avais promis qu'à 23 ans, j'arrêtais la barbe. Ouais, mais t'as bien raison, ça te des fois, je la relaisse pousser. Ça te rajeunit. Oui, c'est le stockage des fèves, ça peut durer combien de temps? Parce que j'ai l'impression que tu as des conditions de température qui sont quand même relativement variables dans le dépôt. Ici, non. À l'entrepôt, non. On est toujours à peu près sur le même. Si tu veux, Bogota même et les alentours, là, on est en dehors de Bogota. Je suis à peu près à 45 minutes. On a des conditions très stables à l'année. C'est pour ça que c'est très stratégique, le cacao, d'avoir un point de stockage dans ces lieux-là. Et c'est pas simple parce que des fois, il n'y a pas d'endroit à louer. Le parc industriel, là, ça fait un moment, il n'y a pas d'espace. Si quelqu'un veut trouver un entrepôt, tout est pris. Donc c'est un aspect qui m'est venu après dans mon apprentissage. Et voilà, j'ai eu la chance de trouver le mien, mais ça m'a pris 1 an et demi pour donner quand même un peu de contexte. Ça n'a pas été facile. Et puis surtout, quand moi je débutais il y a 4 ans, j'avais pas du tout cette notion de l'importance logistique. Finalement, tu peux avoir des très belles fèves, un très bon process, une qualité. Et si tu n'as pas la logistique, tu perds tout. Et surtout, tu abîmes la qualité que tu as réussi à avoir sur tout l'amont. Oui, tout à fait. Tu évoquais l'hygrométrie, a priori, qui semble être évidemment déterminante, notamment, j'imagine, en termes de moisissure. Il est où? Tu peux stocker combien de temps, en fait? Tu peux garder longtemps ce... Voilà, quand tu parles, c'est ce qu'on fait, l'hydromètre. D'accord. C'est ce qu'on utilise pour notre vie. Donc ça, on le fait en finca avec les planteurs pour qu'ils comprennent. D'accord. Ok, donc, et puis avec la connaissance maintenant que j'ai de
ma filière, je sais à quelle température à chaque fois ils sortent à peu près, puisqu'on l'a déjà fait plusieurs fois. Donc ça, c'est empiriquement, tu peux valider. Mais ensuite, comme je disais, on refait toujours des contrôles. Bon, ça permet de s'assurer que... Enfin, en tout cas, on ne peut pas se permettre de ne pas les faire, puisqu'il suffit qu'un jour, comme je disais, soit pas par méchanceté, mais ils peuvent ne pas avoir eu le temps, ou bon, il peut se passer plein de raisons, mais ils ne nous le diront pas. Donc, au lieu de nous dire, Greg, fais attention, cette fois, j'ai pas fait ça, ils le font comme si de rien n'était, donc on est obligé de contrôler. D'accord. J'imagine aussi que tes fèves, rien que sur le visuel, tu peux imaginer la qualité à partir du visuel de tes fèves. Quand vous faites le tri, à la couleur, tu peux imaginer que c'est bien fermenté ou pas, ou il y a trop d'eau ou pas assez, enfin que sais-je, mais voilà, je veux dire. Alors, il y a quelque chose que j'ai pas fait pour le bruit, mais je peux le faire en direct. Généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une poignée en main, et il y a tous les sens qui jouent. Je ne sais pas si vous allez l'entendre, mais il y a une espèce de bruit de craquement quand vous les avez en main. Donc ça te donne une indication du séchage. La couleur, qu'elle soit pas grise, noire, donc déjà tu sais que la fermentation, c'est déjà bien parce qu'elles ont un ton marron, comme on le veut. Et ensuite, avec l'épreuve de coupe, je ne sais plus si on l'avait vu, mais l'épreuve de coupe, tu mets 100 fèves dans une guillotine, ce qu'on appelle. Donc tu places chaque fève dans un petit... y a un trou spécial fait pour chaque fève pour qu'elle reçoive 50. Ensuite, c'est comme un gaufrier, si vous voulez. Donc on place nos fèves dedans, la guillotine est au milieu, on ferme, on fait passer la guillotine en plein centre, donc ça les coupe dans le sens de la longueur. Et là, tu vois si le cœur de la fève s'est bien formé. Mais après, je ne rentre pas dans les détails techniques parce que ce n'était pas le but de ces webinaires, c'était plus de couvrir toute la chaîne de valeur et expliquer toutes les étapes. Mais effectivement, techniquement parlant, c'est comme ça que ça se voit. Et là, tu viens noter fève par fève ton pourcentage de fermentation. Donc, comme je vous disais, nous, on est entre minimum, enfin pour les premiums, le marché premium, c'est un marché qui est plus de couverturier, d'industriel. Mais bon, le vrai marché industriel, c'est le traditionnel, le conventionnel. Donc, on n'est pas dans ces... Nous, on est au-dessus. Donc, on est déjà minimum à 70%. Sur le super premium, je suis en 85-90% de fermentation, ce que j'exige à mes producteurs. Donc, c'est pas simple parce que pour vous donner une idée, il faut que 80 à 90 fèves soient très bien fermentées. Sinon, on accepte pas. C'est au moins 70% et au-dessus. Donc, avec ces deux contrôles-là, plus le contrôle visuel, on est certain, plus l'hydromètre, et la coupe à la guillotine, je veux dire, ça échappe pas. C'est comme un contrôle quasi scientifique, puisque tu as des photos, tu sais comment le cœur de la fève doit se développer quand elle est bien fermentée. Puis avec l'expérience, puis le visuel, parce que tu passes du violet au rose, au noir, si c'est trop fermenté. Donc toutes ces codes nous aident à faire l'analyse de qualité, bien évidemment. Merci pour ta question, Franck, parce que j'avais oublié de le mentionner. Et ça se fait au bureau. Généralement, aucune fiche d'évaluation. Après, pour le temps de stockage, pour finir sur ta question. Alors, il y a tout un débat. Je ne vais pas citer de nom, mais il y a des industriels qui gardent des sacs jusqu'à 3 ans, 4 ans en stock. Nous, on est encore une fois sur un autre marché. Le but, c'est que les clients aient des fèves fraîches. En gros, on fait une récolte. Il y a 2 récoltes par an, comme vous devez le savoir maintenant. On va dire qu'il y a la récolte de mai-juin, ou des fois juin-juillet selon les régions de Colombie. Et ensuite, c'est une petite récolte, et ensuite la grande vient de octobre à janvier. Donc l'idée, nous, c'est de proposer à nos clients à chaque fois les fèves quand elles sont sorties de récolte pour qu'ils aient un produit frais, le plus frais possible. Après, en termes de stockage, entre 6 mois et 1 an pour les chocolatiers. Ils peuvent acheter quelques tonnes, même, enfin, ça dépend ce qu'ils processent, mais même s'ils processent 6 tonnes à l'année, qu'ils en achètent 6 et ils le reçoivent en janvier, pour donner un exemple, jusqu'à décembre de l'année, les fèves seront encore très bien. Mais voilà, moi, c'est quelque chose que je me suis fixé comme délai de conservation. On peut aller à un plus, mais après, il y a un problème d'arôme, c'est-à-dire que plus elles sont laissées en stockage, et on part du principe que comme tout produit, il peut y avoir une évaporation qui se crée d'arômes et de saveurs. Donc on est tranquille, entre 6 mois et 1 an, on n'a pas ce genre de phénomène.
Après, sur de plus longue longueur, c'est vrai qu'il peut y avoir cette question. Ok, merci pour tes réponses. Je t'en prie. Je vois que tu Une travailles autre bien. question? Je crois que c'est bon, Greg. Ouais. J'avance? Tu peux avancer. Ok. Euh, Comme je le fais en live et sur le téléphone, j'ai pas la notion du temps, donc si vous voulez, on peut passer à la partie plus administrative. C'est pas la partie la plus sympa de cette session, mais elle est importante. Donc, la partie administrative. Un producteur, pour commencer par le départ, doit être certifié avec les bonnes pratiques agricoles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un organisme d'État qui passe dans les plantations pour s'assurer de la qualité de la production, puisqu'on peut imaginer pesticides et venins, fongicides aussi, très utilisés, type cacao, café et d'autres productions fruitières. Donc il y a déjà ces bonnes pratiques agricoles, traitement des eaux, stockage des appareils, stockage des produits contaminants, délimitation de la zone de production. Enfin, il y a tout un tas de normes et de règles qui doivent respecter pour avoir ce certificat. Sans ce certificat, je ne peux pas acheter au producteur. Donc c'est bien parce que ça donne déjà une garantie au consommateur qu'il y a déjà tous ces contrôles qui ont été faits. Et si on exporte, c'est que c'est une qualité de fève, enfin en tout cas une production de fève qui est passée sous les normes de l'Institut national, qui s'appelle l'ICA en l'occurrence, ICA. Ensuite, moi je dois comme exportateur, bien évidemment, me déclarer aussi donc de l'activité. Je vous parlais de la notation des lots sur les sacs. Ben, ça permet d'avoir une traçabilité aussi s'il y avait un problème sanitaire, par exemple, un jour, ou qui est passé sous un filtre. Honnêtement, ça, c'est très difficile parce que comme il y a énormément de contrôles entre l'ICA au départ, nous, la fédération au niveau de ce qu'on déclare, plus les contrôles et la fumigation au port, plus le contrôle du client à l'arrivée, bon, c'est quand même compliqué d'avoir un problème phytosanitaire. Ça peut arriver avec les cacao traditionnels. Je ne rentrerai pas dans le détail pour ne pas attaquer nos amis, mais bon, voilà, il y a des exportations qui se font où il n'y a pas de critères à ce niveau-là, même pas d'études d'analyse de cadmium, qui est un métal lourd qui a été flagué il y a maintenant plus de 3 ans et un décret est passé il y a 2 ans pour une limite de cadmium. C'est un métal lourd, donc si on en absorbe trop, ça peut créer des gros problèmes digestifs, notamment chez les enfants. Comme le chocolat est quand même un produit assez utilisé à tout âge. Donc du coup, ils ont fait un décret à ce niveau-là. Et j'ai vu des lots partir au Mexique et dans d'autres pays où il n'y avait pas du tout ni ces normes de traçabilité, ni ces normes de fermentation, et ni de contrôle de cadmium. Donc bon, il y a encore ces marchés parallèles qui existent malheureusement. Ça dépend, Ludo, je crois, sur la fin, parler des régulations. C'est très vrai, il y a une régulation que nous avons en Europe qui n'est pas du tout la même au Mexique, en Asie et en Afrique, ou dans certains pays d'Amérique du Sud non plus, même en réception de ces fèves. Donc beaucoup plus tolérants, eux, on va dire plus flexibles, pour le dire comme ça, au niveau de qualité et de contrôle phytosanitaire qui sont appliqués. Mais alors, pour revenir à ce qui nous concerne, on a déjà ces filtres-là, l'ICA. Il faut aussi que je me déclare à la police pour les contrôles anti-narco. Vu qu'on est dans le majeur pays de production du monde de coca, il y a des process un peu différents ici. Donc, on doit passer par la police. La police et les douanes viennent réviser tous les sacs. Ils les ouvrent un par un. Ils s'assurent que vous avez bien effectué vos déclarations préalables de manière informatique et que ils vous donnent un espèce de badge d'accès et une licence aussi pour pouvoir exporter qui expire tous les ans ou vous pouvez l'acheter sur 3 ans. Donc c'est soit renouvelable tous les ans, soit tous les 3 ans. Sans ça, vous ne pouvez pas exporter. La première exportation, il faut se présenter aussi au poste de police et être en douane avec eux au port pour qu'ils vous connaissent. Sinon, vous pouvez passer par des journées ou des nuits entières à attendre qu'ils vous fassent le contrôle parce que vous n'êtes pas présenté, donc vous perdez de l'argent chaque jour au port. La marchandise bloquée, on vous taxe pour les jours où ils vous ont gardé le cacao dans ce cas-là. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Bien évidemment, il faut avoir tous les papiers à jour de la société. Il faut avoir fait une gestion au niveau des statuts de la société aussi auprès de la DIAN,
qui est un autre organisme ici de contrôle, notamment des impôts. Donc on pourrait dire que c'est un peu nos impôts à nous là-bas en France, les centres publics de finances, pour avoir ces numéros en règle auprès de chez eux, puisque vous intégrez un fichier à part. Comme je vous disais, il faut vous déclarer aussi au niveau de la Fédération nationale de cacao. 3 minutes. Et ça dérange si je quitte l'entrepôt du coup? Non, ça dérangera personne? Bon. Non, il n'y a pas de problème. Et mi saco está ahí, mi mochila. Et volvemos acá? Ok. Attends, je vais prendre mon sac. Excusez-moi, hein, parce que je le fais vraiment en direct. Oui, donc je vous disais, donc, on doit se référencer aussi à la fédération Cacaotera. Du coup, ils vous acceptent votre dossier, normalement. Ça prend entre 15 jours et un mois. Il y a énormément de papiers à fournir. Et une fois qu'ils vont accepter le dossier, là aussi, vous pourrez exporter. Sachant que si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas exporter. Vous voyez, il y a énormément de filtres pour l'exportation avec chaque institut et chaque organisme de la chaîne de valeur ici. Et ensuite, vous payez, bien évidemment, ça leur donne un droit de taxe. Donc, vous payez, pour vous le dire, 3%, des fois plus, sur la valeur totale de ce que vous exportez. Donc, vous imaginez la somme que ça peut représenter, puisqu'ils prennent ça sur tous les exportateurs de la Colombie. Voilà. Et apparemment, normalement, le principe de ce fonds, c'est pour pouvoir redonner aux producteurs et gérer des projets d'amélioration, de productivité, d'assistance technique, puisque la fédération reçoit des subventions tous les ans du ministère de l'Agriculture. C'est en gros une antenne du ministère, même s'ils se réclament indépendants, leurs budgets viennent du ministère. Donc c'est incontournable. Voilà, donc ça fait partie des gestions que nous devions faire. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Très difficile, vous imaginez, d'envoyer des sacs par avion, c'est très coûteux. Pareil, au niveau des containers, c'est minimum, c'est du 20 pieds, ce qu'on dit, donc à peu près 12 tonnes et demi, pour vous donner une idée. Donc si vous n'exportez pas, bon, moi je prends, même si j'exporte pas de 12 tonnes tout le temps sur un lot premium par exemple, plus, on peut mettre 6, 8, 10, bon, on arrive à amortir les coûts, même si ça reste un petit peu plus coûteux, mais en avion, c'est quasiment impossible d'exporter une tonne en avion, même sur un lot spécial pour un chocolatier. À moins qu'il le paye, mais c'est très cher. Donc c'est un peu différent par rapport à Ludo, puisque Ludo il est sur ce qu'on appelle le B2C, donc lui directement au consommateur. Moi je travaille sur le créneau B2B, donc qu'avec des professionnels, et ensuite eux travaillent avec des clients. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Alors, pour la partie logistique pure, comment ça se passe maintenant le parcours du cacao? Donc, on envoie le camion en plantation, il arrive ici, ça vous l'avez vu. Ensuite, vous avez vu toutes les parties pratiques de comment nous contrôlons le cacao et les process qualité que nous y appliquons. Ensuite, le camion vient avec le container directement. Là, je vous ai montré devant l'entrepôt. On charge les sacs, donc on doit habiller le conteneur. Pareil pour éviter la moisissure, les champignons, le sel, parce qu'il va traverser 2 à 4 semaines en mer selon les lignes maritimes que nous utilisons et surtout selon la destination. Donc on l'habille complètement de papier craft ou de carton, ça c'est pour absorber un peu l'humidité et le protéger. Et ensuite on met aussi des boîtes anti-humidité. Donc ça c'est quelque chose que je fais aussi en supplément même pour le premium du coup et le super premium. Ça fait que nous avons des sacs parfaits. Et je redouble de vigilance. Donc, à ma connaissance, on est les seuls à le faire en cacao pour l'instant, mais on achète des sacs, ce qu'on appelle Grain Pro. Ça se fait ici pour le café, parce qu'il y a des lots exceptionnels de café. Vous avez vu avec Ludo. On est 3e importateur de café dans le monde et on a une excellente réputation maintenant sur nos cafés. Donc on vient mettre les fèves dans un espèce de sac plastique de protection qui empêche toute entrée d'insectes, tous les transferts possibles d'odeur puisqu'il est protégé. Et c'est un sac anti-humidité. Donc
encore une fois, pour éviter l'absorption d'humidité durant le parcours que fait le sac sur le bateau. Allez, je vais vous demander juste une seconde. Une seconde. Excusez-moi, juste une seconde. Ça marche, Greg. En tout cas, merci pour les explications. Je pense qu'après, on pourra conclure aussi l'intervention. Très intéressant aussi de voir un peu les locaux, les entrepôts. Donc là, on est sur une dynamique totalement différente de la précédente présentation sur le café, au sens où là, on était donc sur le café sur une petite exportation, et là, on est sur une exportation beaucoup plus grande. Comme je vous disais, on parle du kilo en tonnes. Donc, bien entendu que toute cette petite étape qui nous a montré Grégory, elles sont assez similaires au café, où il y a quand même une phase de tri important, une phase lourde administrative. Je pense que Grégory, si tu as un petit mot pour la fin, pour conclure cette session, ce module sur l'exportation. Tu as coupé le micro, je crois. Ah oui, pardon, excusez-moi, j'ai une question pour les sacs justement qu'on a en tri. Donc voilà, il fallait que j'y réponde tout de suite. Avant, je vais vous montrer aussi le bureau où voilà, quand même, on a des installations très sympas. Donc, ça, c'est le service ici de qualité où on fait les tris, les dossiers aussi, tout l'administratif. On a aussi une autre aile de l'autre côté avec le département compta, export, etc. Enfin voilà, c'était un peu le contexte des locaux, pardon. Oui, donc pour conclure, ce que je pourrais dire de plus intéressant, en tout cas, ou faire un résumé de ce qu'on a vu, comme vous l'avez dû le comprendre, la filière café-cacao, on a beaucoup de points communs, surtout sur les points de contrôle, comme le disait Ludo par rapport aux fédérations. Après, je dirais le plus compliqué dans mon cas à moi en B2B, donc avec les professionnels, c'est bien d'arriver de synchroniser les récoltes avec la demande des clients, avec le stockage en flux tendu, avec les navires, selon les destinations. Nous, là, on a eu des marches et des protestes en Colombie pendant plus de 2 mois. Là, ça s'est un petit peu calmé, donc ça va, parce que si je m'étais lancé, par exemple, je devais le faire avant, et j'ai dû déplacer parce que je me serais retrouvé au port coincé avec un container pendant 1 mois. Donc, en plus, à 35 degrés à Carthagène, c'est pas le top. Donc, il faut éviter. Donc, le but, c'est de trouver les bons acteurs. Ça n'a pas été simple, parce que vous avez des douanes qui fonctionnent bien et d'autres moins bien. Je ne vais pas vous mentir, il y a aussi tout cet aspect de corruption en Colombie et de contrôle des fédérations qui parfois peut poser problème. En tout cas, c'est beaucoup de négociations. On peut dire que rien n'est jamais joué. Il faut toujours rester très vigilant. Il faut être très près de ces process. Comme vous le voyez, moi, je suis là aussi pour faire moi-même la sélection. Et je le fais à chaque fois. C'est des frais supplémentaires, mais ce qui vous assure de dormir mieux la nuit. Au port de Carthagène, c'est pareil. Quand ils partent... oui, donc je ne l'avais pas dit, mais pour l'Europe, c'est le port de Carthagène. Pour le cacao, parce que vous avez aussi Buenaventura qui est dans le sud pacifique du pays. Là, c'est plus pour la Chine, bien évidemment, parce qu'il passe par le Pacifique. Mais voilà, la dernière fois que j'ai fait une exportation, je suis resté bloqué au lieu de 8 jours, ça a été 17 jours, parce que le navire a eu un problème moteur. Ils ont quand même eu l'audace de me faire payer les jours de stockage alors que j'y étais pour rien. Enfin voilà, il y a toujours des choses qui on va dire, qui peuvent intervenir que vous n'aviez pas prévu. Donc on ne peut pas le facturer au client, ça c'est le dommage, parce que si encore on pouvait le facturer au client, ça irait. Mais non, pour eux, ils ne veulent rien savoir. C'est, voilà, j'ai vendu une fève à tel prix. Après, ce qui n'est pas dit ou n'est pas arrivé ou arrivera, ce n'est pas de leur récit, on va dire. Donc voilà, c'est des problèmes internes qu'il faut absolument maîtriser. Parce que sinon, vous pouvez mettre la clé sous la porte rapidement. D'ailleurs, c'est arrivé à certains. La première exportation, c'est vous priez tout le long pour que tout se passe bien, parce que vous pouvez perdre tout de suite de l'argent, ce qui n'est pas le but. Donc non, pour résumer, c'est un métier aussi que j'ai découvert il y a 3 ans. Je n'étais pas exportateur, importateur avant. Et puis de faire la filière intégrée, ça m'a pris énormément de temps. Donc je suis assez content de ça par contre, puisque comme vous le voyez, ça évite les intermédiaires, on contrôle tout, et puis ça évite des surcoûts.
Mais il y a ce stress permanent, c'est vrai, lié à ça. À partir du moment où vous venez récupérer votre sac en plantation, bah, il y a énormément d'étapes. Et le cacao, comme le café, sont des produits qui sont très sensibles, qui s'imprègnent de quel que soit, il peut être très contaminé pardon, très rapidement par des éléments externes à côté. Donc, comme vous le voyez, par exemple, là, le stockage, l'entrepôt, on n'a absolument aucun autre produit dans l'entrepôt. Il n'y a ni produits chimiques, ni des fruits, il n'y a rien du tout. C'est frais, c'est sec, c'est exclusivement pour le cacao. Après, il y a une autre partie de l'entrepôt pour le café, mais c'est complètement séparé de tout. Parce que je ne sais pas si vous le saviez, mais le cacao s'imprègne très très rapidement de quelles que soient les odeurs dans l'atmosphère. Donc il faut être très vigilant là-dessus. Qu'est-ce que je pourrais ajouter d'autre? Non, mais voilà, tous ces filtres administratifs dont je vous ai parlé un petit peu, j'en ai peut-être oublié un ou deux, mais au moins ça vous donne un aperçu sur on va dire, la complexité aussi de valider tout ça pour être exportateur. Hein. On ne s'improvise pas. Il y a minimum 5 à 6 entités qui viennent vous demander des papiers, de remplir des dossiers, et qui viennent valider le fait d'exporter. Et puis ça contrôle avec, comme je l'ai dit, avec l'AICA, l'organisme de certification des bonnes pratiques agricoles pour les producteurs. Donc je dois déclarer mes producteurs. Donc voilà, après c'est un travail de douane, j'ai envie de dire peut-être un peu moins classique que dans certains pays pour ce contrôle du narcotrafic. Donc là on perd aussi 2 jours minimum par rapport à une exportation normale puisqu'ils ouvrent sac par sac. Donc plus tu as de volume et plus ça leur met de temps. Et puis voilà, après sinon, ce que je peux ajouter le mot de la fin, c'est ce qu'on appelle les incoterms. C'est ce qui définit la responsabilité, parce que Ludo, ça, l'a pas forcément en B2C, moi je l'ai en B2B, c'est-à-dire que vous avez des incoterms, ce sont des termes qui définissent le niveau de responsabilité par rapport à celui qui amène ou qui reçoit la marchandise. Donc ça se définit avec le client, pour vous citer deux classiques, il y a le CIF et le FOB. Donc FOB, ça veut dire que le client prend en charge la marchandise au niveau du port de départ. Et le CIF, par exemple, c'est moi qui ai la responsabilité jusqu'à l'arrivée de la marchandise au port du client. Donc, en gros, c'est une extension de marchandise, d'assurance, pardon, sur qui couvre quoi et jusqu'à quand. Donc ça se négocie avec le client. Il y a des termes internationaux du commerce qui existent. Il faut savoir que pour nous, dans le cacao, c'est la FCC, Fédération du commerce cacao en France. Donc il y a tout un cahier des charges aussi, et c'est très bien expliqué. Hein, il y a plus de 150 pages. Donc voilà, donc ça vous donne déjà une notion de toutes ces règles de commerce internationaux. Pour finir, la France et la Colombie, on a des accords bilatéraux. Donc c'est très bien. Nous, on a une taxe sur le cacao qui est de 5,5 en France. Et ensuite, j'ai pas de droit de douane pour parler supplémentaire, à part l'agent des douanes, les contrôles. S'ils décident de faire une révision et appliquer un plan anti-narco en France, forcément, ça me coûte de l'argent supplémentaire. Ils ne le font pas tout le temps, mais ils le font. Puis on espère, on croise les doigts aussi qu'il n'y ait pas de problème avec le navire, qu'il arrive à temps, qu'il n'y ait pas eu de problème technique, pas d'avarie. Voilà, donc ça après, c'est encore une fois, c'est en dehors de nos mains. À chaque exportation, peut se passer certaines choses. Voilà, donc c'est pour ça que plus on maîtrise aussi la ligne maritime avec laquelle on travaille, parce qu'elles ont des réputations, et puis selon les lignes de pays aussi, elles sont plus habilitées à. Donc voilà, donc tout ça, maintenant, c'est des choses qu'on a réussi à verrouiller avec le temps. Voilà ce que je pourrais Je trouve qu'il y a une petite question, Greg. Oui, Grégory, tu parlais de TVA. Normalement, à l'import, à l'export, il n'y a pas de TVA. Si, sur le cacao, tu es à 5,5. Si, le café, c'est pareil. C'est taxé aussi, ouais. C'est taxé, ouais. Moi, je paye 5,5 à l'arrivée, et je paye aussi forcément la manutention du cacao, la logistique de réception, le contrôle des douanes. Donc, si tu me fais une facture, il y a une TVA 5,5. De 5,5. Voilà, que tu récupères, bien évidemment. Hein, oui, non, mais c'est pas un souci. Mais effectivement, ouais, elle est facturée. Et j'en profite justement, donc à l'arrivée, l'importation, il y a aussi ce qu'on appelle un BL, c'est le bon de livraison. Les douanes vérifient bien que la paperasse soit en ordre.
il vérifie le container, il vérifie l'origine. Il y a aussi un élément très important que j'ai oublié de manifester au moment du départ, c'est qu'il y a une fumigation qui est faite des fèves. Donc, donc c'est très spécial parce qu'il ne faut pas que ça ait d'impact sur l'odeur dont je vous parlais, puisque ça s'imprègne. Et simplement, c'est une espèce de protection qui est appliquée pour éviter, pour le départ justement en mer, pour éviter moisissures et autres. Voilà, c'était le dernier élément que j'avais oublié de mentionner au port de départ. Et au port d'arrivée, effectivement, il y a toute cette révision de papier et tous ces coûts administratifs additionnels que l'importateur paye. Donc, comme j'ai une filière intégrée, la bonne chose, c'est que j'ai diminué les coûts des intermédiaires, mais en même temps, c'est moi qui supporte les coûts des deux côtés, import et export. Et après, Franck, oui, je te confirme, il y a bien une TVA de 5,5 sur le cacao. Même pour un transformateur chocolatier, c'est pareil, ils payent leur FEV 5,5 et on leur restitue la TVA en déclaration de TVA. Voilà. Donc, écoutez, un métier passionnant, puisque je travaille, je ne suis pas producteur, mais je travaille avec mes producteurs aussi en plantation, parfois sur des récoltes, enfin sur des protocoles de post-récolte, ce que vous aviez vu la semaine passée et les mois antérieurs. Ensuite, il y a toute cette partie logistique dont on s'occupe. Et puis ensuite, la partie en France, où soit je suis là-bas pour réceptionner, ou alors j'ai mes clients qui réceptionnent et je fais du dispatch direct depuis le port de Marseille. Donc j'organise toutes les logistiques, je peux l'organiser à distance. Et puis j'ai un partenaire très efficace à Marseille avec qui je travaille depuis 2 ans, qui ont maintenant l'habitude de mes process et avec qui on a une relation complètement ouverte et très efficace puisqu'ils traitent pas mal de produits et ils sont là depuis des années. Donc j'ai entièrement confiance. Donc c'est important aussi d'avoir un bon partenaire sur la logistique, hein, c'est crucial. Voilà. J'espère que vous aurez apprécié de vous plonger un petit peu plus dans l'univers café et cacao logistique. Désolé pour cette... Bon, de ne pas avoir complètement structuré, j'ai envie de dire, comme Ludo l'a très bien fait, avec des slides, mais j'avais envie de vous montrer plus la partie pratique aujourd'hui. C'est ce que j'aimais plus de faire dans ces webinars. C'est ce qui nous anime le plus, mais voilà. Après, j'ai toujours pensé que la partie administrative, c'était peut-être moins les thèmes de cette année par rapport à ces détails. J'en profite, comme tu l'évoques, je t'ai fait 2 mails à ce sujet. Je pense que ce serait très intéressant pour la suite de notre partenariat que tu fasses une vidéo où tu condenses, tu enlèves mes remarques d'ailleurs, qui ne sont pas nécessairement intéressantes, et que tu nous fasses une belle présentation parce que franchement, tu nous as fait, tu as beaucoup mis en confiance les partenaires. Cette partie vidéo où tu interviens serait très intéressante pour Franck Morin, je pense. La manière dont tu expliques le contrôle qualité, comment tu fais l'ensachage, la fumigation, le stockage, etc. Bon, je vais pas conclure ta présentation, mais ce serait vraiment sympa de faire une belle vidéo parce que voilà, tu donnes confiance sur la qualité de ton travail, c'est très rassurant. Voilà, tout ce que je voulais dire. Bon, moi, je t'ai fait les mails, tu les liras. Ok. Non, écoute, ça peut être un mot de la fin. C'était plutôt une belle parenthèse. Moi, l'idée, c'était ça, c'est que consommateur de chocolat ou de café, que sur les filières de Ludo ou la mienne, effectivement, vous soyez rassurés sur le cœur qu'on y met, la passion qu'on y met, et puis surtout le travail aussi, puisque ça paraît pas, c'est énormément de déplacements, c'est énormément de négociations avec les producteurs dans un premier temps. Après, il a fallu, vous voyez, je le disais tout à l'heure avec la question de Franck, trouver le bon entrepôt, ça a pris 1 an et demi. Trouver le bon partenaire logistique, ça prend du temps. Voilà, donc tout ça, c'est fait en 4 ans exactement. Donc c'est bien que ça donne confiance parce que c'est ce qu'on veut. Le titre du webinaire de cette année, c'est quand même de comment choisir un bon chocolat et un bon café. Donc il y a énormément de process, comme vous le voyez maintenant, qui interviennent en amont avant qu'ils arrivent transformés et en bouche. Donc merci Franck pour ce mot très positif de la fin, je l'apprécie. Et je m'excuse un peu pour le fait que ça n'a pas été structuré de manière, on va dire, avec des documents et une présentation plus classique, mais je voulais quand même vous montrer de visu et concrètement, effectivement, comment ça se passe, le nombre de gens que ça requiert, parce que vous voyez, c'est des équipes entières pendant quelques jours. Voilà, donc, et puis moi-même en déplacement aussi. Donc voilà, c'était l'important pour moi que vous ayez ce message de qualité et puis ce côté pratique derrière l'écran. Merci Greg, non, c'était une super présentation. On était dans les entrepôts, donc ça sentait quasiment le cacao, là, on y était, c'est bien,
super Ouais, vivant. c'est dommage. C'est la unique partie qu'on manque. Il faudra qu'on trouve un moyen la prochaine fois d'amener l'odeur à notre audience. C'est prévu en Peut-être novembre. d'envoyer des échantillons. On aura ça en novembre. Voilà, en novembre. Pour la prochaine session, merci à tous d'avoir participé au webinaire. La prochaine session se termine, enfin, le prochain mois, ça sera sur la filière industrielle. Ça permettra de voir un petit peu comment les filières industrielles travaillent justement le cacao et le café. On fera donc une présentation sur ce thème-là qui permet aussi de voir un petit peu les différents marchés qui sont présents sur ces deux produits-là. Et donc, encore merci à tous les participants et on espère vous voir le mois prochain, aussi assidus et aussi attentionnés à ce webinaire. En tout cas, merci à tous et on se dit au prochain mois. Merci Greg encore. Non, de rien. Merci à toi, Ludo. Merci à tous. Merci à toutes. Et prenez soin de vous. Comme on dit ici, un abrazo et au mois prochain. Portez-vous bien.